Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'Avent, puisque, même si nous sommes un peu moins familiers de cette tradition, me semble-t-il, en France, les pays nordiques ont pour habitude, les 4 dimanches précédant Noël, d'allumer une bougie par dimanche, soit 4 au total, n'est-ce pas, avant la veillée. En guise d'avant, donc, je vous propose des épisodes un peu différents de ceux que je fais d'habitude, à savoir des contes de Noël, oui, mais d'une certaine manière. Des contes grinçants, incongrus et dans un classement crescendo des pires histoires que les écrivains ont pu imaginer pour l'occasion. In a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on Et aujourd'hui, on débute justement par une histoire de Noël imaginée par un auteur aujourd'hui passé dans l'oubli, mais qui fut néanmoins une des grandes plumes de la Belle Époque et que je vous propose donc de redécouvrir, Alphonse Allais. Jingle all the way. Comme d'habitude, et pour replacer le contexte, en première partie, je vous exposerai brièvement sa biographie, avant, en seconde partie d'épisode, d'enchaîner sur son petit conte de Noël. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors Alphonse Allais, me direz-vous, mais diable, qui est-il ? C'est sûr que son nom ne résonne pas dans la postérité avec la même force que celui de Victor Hugo ou encore d'Émile Zola. Et pourtant, Alphonse Allais, né le 20 octobre 1854, c'est-à-dire exactement le même jour et la même année que Rimbaud, à Honfleur est mort le 28 octobre 1905 à Paris. Il fut décidément fidèle à l'automne, fut l'un des grands humoristes français de la Belle Époque. Il fut également journaliste, chroniqueur, nouvelliste, poète, inventeur farfelu et même compositeur à ses heures perdues. Il est resté célèbre pour son humour absurde, ses calembours un peu à la manière de Raymond DeVos. En témoigne ce bref poème. Le châtiment de la cuisson infligée aux imposteurs. Chaque fois que les gens découvrent son mensonge, le châtiment lui vient par la colère accrue. « Je suis cuit !» gémit-il, comme en songe. Le menteur n'est jamais cru. Vous l'avez ? Bref, petit dernier d'une famille de 5 enfants, fils d'un pharmacien de Honfleur, Allais surprend d'abord par son silence puisqu'il ne prononce pas un mot avant l'âge de 3 ans. Élève brillant en sciences, il obtient finalement son baccalauréat après un premier échec et se destine, malgré lui, à reprendre la pharmacie familiale. Mais il faut dire qu'il fait quelques expériences douteuses et qu'il va même jusqu'à créer de faux médicaments qui lassent donc bizarrement rapidement son père et qui l'envoie donc très loin pour suivre ses études à Paris. Là, Alphonse passe beaucoup plus de temps au café qu'à la faculté, c'est sa période un peu bohème, ce qui fait que son père finira tout de même par lui couper les vivres. Allez, va devoir se débrouiller. Il tente la photographie sans trop de succès, puis se tourne vers le journalisme humoristique. Dans le bouillonnement du quartier latin et aux côtés de ses congénères qui, comme lui, préfèrent sécher les cours et aller au café, il rejoint des groupes littéraires et fantaisistes tels que, je cite, les hydropathes, les fumistes ou les hirsutes, véritable laboratoire de l'esprit fin de siècle. En 1881, Allais devient collaborateur du Chat Noir, un cabaret mythique fondé par Rodolphe Salis. Il y publie des chroniques, contes et fantaisies qui construisent rapidement sa réputation. Et il finit d'ailleurs par en devenir rédacteur en chef en 1886. À partir des années 1890, il alimente quotidiennement la presse parisienne de contes humoristiques, notamment dans Gil Blas, puis dans Le Journal, où il publiera sa dernière chronique le jour de ses 51 ans. Il fait paraître ses 2 premiers recueils, À se tordre en 1891 et Vive la vie en 1892, qui le consacrent comme un écrivain phare de l'humour absurde. En 1894, Alphonse traverse l'Atlantique sur le paquebot La Touraine, direction New York, puis le Canada. Ce voyage nourrit plusieurs de ses contes et lui inspire des pages savoureuses, notamment sur les travers américains. En 1895, il épouse Marguerite Gouzet, fille d'un brasseur belge, et 4 ans plus tard, il devient rédacteur en chef du journal humoristique Le Sourire cette fois-ci. Allais publie ensuite plusieurs recueils marquants, dont Ne nous frappons pas en 1900 et Le Captain Cap. En 1902, personnage délirant qui cristallise son goût du non-sens. Il a laissé quelques-uns des exemples très ingénieux du vers holorime comme, je cite, « par les bois du gin ou s'entasse de l'effroi », par les bois du gin ou s'entasse de l'effroi. Il cultive également les jeux de mots, les détournements, les fausses notices scientifiques, les pastiches et les mystifications littéraires. Et parmi ses complices ou victimes réguliers, Paul Déroulède, François Copé ou encore l'économiste Paul Leroy-Beaulieu, dont il caricature délicieusement les idées. Fasciné par le progrès scientifique, Allais s'amuse à imaginer des inventions extravagantes et parodie des revues techniques de son époque.
Parmi ses créations les plus célèbres, on peut trouver les suivantes. Retourner la tour Eiffel, remplir l'eau de pluie et distribuer à Paris de l'eau ferrugineuse. Un pont flottant sur la Manche en boîte de sardines vides, leur huile calmant les tempêtes. La mine de viande cuite du Canada, immense terrine naturelle exploitée en société par action. La belle-mère explosible, élaborée grâce au fumicoton et une loupe en plein soleil. Le fusil à aiguille permettant de ficeler une rangée entière de soldats ennemis. Cet humour scientifique le rapproche de son ami Charles Cros, autre poète inventeur. Affaibli par une phlébite, Halley meurt d'une embolie pulmonaire en 1905 à l'âge de 51 ans à l'hôtel Britannia, rue d'Amsterdam à Paris. Il est d'abord enterré à Saint-Ouen, mais sa tombe ayant été détruite lors d'un bombardement en 1944, ses cendres symboliques ont ensuite été transférées au cimetière de Montmartre en 2005. De nos jours, Alphonse Allais reste donc l'une des grandes figures du non-sens français, héritier d'une tradition de fantaisie littéraire et précurseur à sa manière de l'humour surréaliste. On se souvient de lui, même si pas suffisamment, comme d'un maître du calembour et d'un créateur inépuisable, dont l'esprit grinçant a marqué toute la belle époque. Et c'est donc parti pour ce que Alphonse Allais a nommé son conte de Noël. Ce matin-là, il n'y eut qu'un cri dans tout le paradis. Oh là là, le bon Dieu est mal luné aujourd'hui, malheur à celui qui contrarierait ses desseins. L'impression générale était juste, le Créateur n'était pas à prendre avec des pincettes. À l'archange, qui vint se mettre à sa disposition pour le service de la journée, il répondit sèchement « Oh mais zut, hein, fichez-moi la paix !» Puis, il passa nerveusement sa main dans sa barbe blanche, s'affaissa, plutôt qu'il ne s'assit sur son trône d'or, frappa la nuque d'un pied rageur et s'écria « Oh ! Mais j'en ai assez de tous ces humains ridicules et de leur sempiternel Noël, et de leurs sales gosses avec leurs sales godillots dans la cheminée. Cette année, ils auront la peau. » Il fallait que le Père éternel fût fort en colère pour employer cette triviale expression, lui d'ordinaire si bien élevé. « Et envoyez-moi le bonhomme Noël, et tout de suite, hein !» ajouta-t-il. Et comme personne ne bougeait, « Eh bien, vous autres, ajouta Dieu, qu'est-ce que vous attendez? Vous, là, Paddy, vieux poivreau, allez me quérir le bonhomme Noël. » Celui que le Tout-Puissant appelle familièrement Paddy n'est autre que Saint Patrick, le patron des Irlandais. Et l'on entendit, à la cantonade, « Allô, Santa Claus, come along, old chappie !» Le bon Dieu redoubla de fureur. « Oh, ce pochard de Paddy se croit encore à Dublin, sans doute, et ne doit cependant pas ignorer que j'ai interdit l'usage de la langue anglaise dans tout le séjour de bienheureux. » Le bonhomme Noël se présenta. « Ah, te voilà, toi. »« Mais oui, Seigneur. »« Eh bien, tu me feras le plaisir cette nuit de ne pas bouger du ciel. »« Cette nuit, Seigneur ? Mais, enfin, notre Seigneur n'y pense pas. Cette nuit, c'est Noël. »« Et précisément, fit Dieu en imitant, à s'y méprendre, l'accent de Raoul Ponchon. « Et moi qui ai fait toutes mes petites provisions ? Le royaume des cieux est assez riche pour n'être point à la merci, même de ses plus vieux clients. Et puis, pour ce que ça nous rapporte, hein. Oh, le fait est. Et ces gens-là n'ont même pas la reconnaissance du polichinelle. Je fais un pari qu'il y aura plus de monde cette nuit au Chat Noir qu'à Notre-Dame de Lorette. Veux-tu parier ? Oh, enfin, mon Dieu, vous ne m'en voudrez pas, mais parier avec vous, la source de tous les tuyaux, serait faire métier de dupe. Tu as raison, sourit le Seigneur. Alors c'est sérieux, insista le bonhomme Noël. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Tu feras porter tes provisions de joujoux aux enfants des limbes. En voilà qui seront autrement intéressants que les fils des hommes. Pauvres gosses. Un visible mécontentement se peignait sur la physionomie des anges, des saints et autres habitants du céleste séjour. Dieu s'en aperçut. « Ah, on se permet de ronchonner. Eh bien, mon petit Père Noël, je vais corser mon programme. Tu vas descendre cette nuit sur terre, et non seulement tu ne leur ficheras rien dans leurs ripatons, mais encore tu leur barboteras les 10 ripatons. Et je me gaudis d'avance au spectacle de tous ces imbéciles contemplant demain matin leurs âtres veuves de chaussures. Mais les pauvres aussi, il me faudra enlever les pauvres petits souliers des pauvres petits pauvres. Oh, ne pleurniche pas, toi, les pauvres petits pauvres. Ah, ils sont chouettes, les pauvres petits pauvres. Voulez-vous savoir mon avis sur les victimes de l'humanité terrestre ? Eh bien, ils me dégoûtent encore plus que les riches. Quoi ? Voilà des milliers et des milliers de robustes prolétaires qui, depuis des siècles, se laissent exploiter docilement par une minorité de fripouilles féodales, capitalistes ou piou-pioutesques. Et c'est à moi qu'ils s'en prennent de leur détresse. Je vais vous le dire franchement. Si j'avais été le petit Henri, ce ne serait pas au café Terminus que j'aurais jeté ma bombe, mais chez un mastroquet du faubourg Antoine. Dans un coin, Saint Louis et Sainte Élisabeth de Hongrie se regardaient atterrés de ces propos. Les pensées
remarqua Saint-Louis, qu'il n'y a pas 2000 ans, il disait « Obéissez au roi de la terre, mais enfin, où allons-nous, grand seigneur, où allons-nous? Le voilà qui tourne à l'anarchie !» Le grand architecte de l'univers avait parlé d'un ton si sec que le bonhomme Noël se le tint pour dit. Dans la nuit qui suivit, il visita toutes les cheminées du globe et recueillit soigneusement les petites chaussures qui les garnissaient. Vous pensez bien qu'il ne songea même pas à remonter au ciel cette vertigineuse collection. Il la céda, pour une petite somme destinée à grossir le denier de Saint-Pierre, à des messieurs fort aimables. Et voilà comment a pu s'ouvrir hier, à des prix qui défient toute concurrence, au 739 rue du Temple, la splendide maison, au bonhomme Noël, spécialité de chaussures d'occasion en tout genre pour bébés, garçonnets et fillettes. Nous engageons vivement nos lecteurs à visiter ces vastes magasins dont les intelligents directeurs, messieurs Meyer et Lévy, ont su faire une des attractions de Paris. A day or two ago, the story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. A gent was riding by in a one-horse open sleigh. He laughed as there I sprawling lie, but quickly drove away. C'est déjà tout pour ce premier conte d'un Noël grinçant, celui que les auteurs ont écrit de manière décalée. J'espère que vous avez eu plaisir à découvrir Alphonse Allais, tout comme moi j'ai eu plaisir à vous le faire découvrir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un conte de Joseph Kessel. Si jamais vous avez aimé cet épisode et cette série, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des étoiles comme celles que l'on suspend dans les sapins. À la semaine prochaine!